Bonjour à tous, c'est Antoine de Tonyphone. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière qui ne traitera pas cette fois-ci d'un smartphone, mais plutôt d'un accessoire smartphone, la DxO One, qui est ni plus ni moins qu'un appareil photo déporté pour tout iPhone et iPad depuis la mise en place de la connectique Lightning. Donc j'ai pu l'essayer pendant une semaine et je voulais vous faire part de mon retour. Sachant que moi, enfin, dans ma vie personnelle, je pratique énormément la photographie avec du matériel pro réflexe. Donc j'ai plus ou moins les bases qui me permettent de juger si oui ou non c'est vraiment un bon achat et si ça vaut le coup d'investir quand même près de 500 euros dans cette caméra quand on a déjà l'appareil photo d'un iPhone 6, 6S ou même 7. Donc on va voir ça rapidement. Alors lui, on va le mettre de côté au début de la vidéo. Donc, le, pack, le packing de la caméra est relativement sympa et qualitatif. Euh, c'est, euh, donc, juste pour information, DxO One, c'est plutôt une entreprise qui est axée dans la calibration et la réalisation de logiciels photographiques. C'est une entreprise française qui a généralement leur boulot, c'est plutôt de dire si tel ou tel objectif ou tel boîtier a des bonnes qualités, de la distorsion, des aberrations chromatiques, enfin tout ce qui touche de près ou de loin à la photographie. Et du coup, ils se sont lancés dans ce petit appareil qui est un défi technique, qui n'a pas que des bons côtés hélas, mais qui a le mérite d'être existant et d'être un peu un ovni dans le marché de l'électronique aujourd'hui. Donc, la boîte qui est plutôt sympa. Alors, voici comment c'est présenté. Donc, vous avez la caméra, vous avez un rapide petit manuel sur les côtés qui est plutôt sympa parce que quand je l'ai eu, euh, moi qui suis un peu pressé d'essayer toujours ce genre d'objet, j'ai un peu galéré à sortir la prise Lightning. J'essayais par tous les moyens de tourner. Et en fait, il suffit de cliquer le cache vers le bas pour voir apparaître le Lightning, la connectique Lightning. Donc la caméra, c'est un tout petit objet qui est super léger, il doit faire une centaine de grammes. Donc dessus, vous avez un objectif qui a uniquement une stabilisation numérique, donc ça c'est un peu dommage, avec une ouverture constante de f1.8, enfin constante. Comme c'est un objectif fixe, il reste à f1.8, mais vous pouvez fermer le diaphragme. C'est un capteur 1 pouce, donc ce qui veut dire qu'il est quasiment 4 fois plus grand que le capteur que vous trouvez sur l'iPhone, ce qui veut dire plus de luminosité, mais aussi un bokeh plus doux, beaucoup plus de détachement entre le sujet et le fond de la photographie. C'est un peu ce qui est recherché généralement en photo. Donc c'est un capteur 1 pouce 20,2 mégapixels. C'est un capteur qui est connu et reconnu, qui est sur un panel d'appareils photo tels que Canon et Sony. Donc qui n'a pas mauvaise presse, qui fait plutôt des choses correctes sur certains appareils. Donc voilà, pour la partie un peu, on va mettre ça là, la partie un peu technique. Ensuite dans la boîte, vous avez quelques manuels, enfin même un seul en fait, qui vous explique rapidement. Alors ce sera pas celui-ci, ce sera un peu des petits réglages en fait. Rapidement en fait, c'est vraiment comment démarrer avec votre DxO. C'est utile, il est rapide, il est ludique à lire, donc c'est toujours sympa de l'avoir. Ça c'est le bouquin garantie, celui-ci ne nous intéressera pas. Ensuite, en dessous, vous avez la connectique, donc vous avez un petit chiffon microfibre, un chargeur et un câble USB ancienne génération, c'est l'USB 2. Donc c'est similaire à toutes les prises que vous trouvez sur les appareils Android, sauf que c'est compatible avec Apple uniquement. Bon, c'est un peu dommage, ils auraient pu mettre une prise Lightning pour quand on charge son iPhone, on puisse brancher ça en même temps ou après. Et un emplacement carte micro SD, qui est obligatoire pour le fonctionnement de la caméra. Donc voilà pour la partie un peu présentation du packaging, il n'y a rien de fou. Après, le packing est plutôt sympa, il est plutôt qualitatif, on va dire. Les volets sont bien épais, c'est sympa. Alors, comment tout cela fonctionne? On va mettre ça là. Donc, il vous suffit de télécharger l'application DxO One, celle-ci sur le Play Store qui est gratuite, hein. Et ensuite, c'est assez magique. Donc en fait, pour l'allumer, vous glissez le volet.
Donc là, elle était éteinte. Vous glissez le volet une première fois, ici, elle s'allume. Donc là, en fait, elle permet de faire des photos sans l'iPhone, hein. Vous pouvez faire quelques photos. Je ne sais pas si vous voyez à travers, mais il y a une espèce de... L'écran LCD monochrome, il simule vraiment une photographie. Vous voyez vraiment le paysage en point. C'est un peu troublant, mais ça permet en fait de faire des photos sans iPhone. Ça peut être utile si vous voulez faire des photos rapidement, et parfois les résultats sont plutôt sympas. Donc voilà. Ensuite, pour le brancher, vous baissez le loquet, vous prenez votre iPhone préalablement déverrouillé, sinon ça ne fonctionnera pas. Et vous avez juste à brancher la caméra dans le port Lightning. Vous attendez quelques secondes et l'application s'ouvre automatiquement. Voilà. Donc vous avez une rotation de 60 degrés sur la caméra. Donc c'est assez sympa. La fixation est plutôt franche, c'est pas trop, on peut tenir le téléphone ou juste la caméra et inversement. Ça a l'air plutôt robuste. Donc vous avez un mode full auto, donc là qui sera similaire à ce que votre capteur iPhone ferait. Et vous avez à côté de ça plusieurs modes. Donc vous avez un mode scène avec des modes paysage, mode nuit, mode sport, donc avec des vitesses d'obturation un peu plus rapides. Je sais pas si vous voyez bien, je peux pas la tourner en fait. On va se mettre comme ça. Voilà. Et ensuite, vous avez des priorités ouverture, des priorités vitesse, des priorités. Divers réglages qui sont propres à la photographie, on va dire, plus professionnelle. Et vous avez un mode manuel où là, en fait, vous réglez tout. Donc, vous aurez à régler la vitesse d'obturation, vous pouvez régler l'ouverture, donc avec une ouverture maximale qui est de f1.8. Donc là, f1.8, généralement sur un boîtier réflexe, ça simule beaucoup de luminosité et en même temps une profondeur de champ qui est très courte, donc ce qui aura tendance à faire ressortir le sujet. Les ISO, donc réglage ISO soit en auto ou de 100 jusqu'à 12800 ISO. La gestion des ISO est plutôt bonne. Jusqu'à 1600, on est vraiment dans peu de grains, l'image reste relativement propre et nette. Le piqué n'est pas trop altéré par ce grain. Vous avez augmenter ou réduire la luminosité de la photo. Vous avez les zones de mesure lumière si vous voulez être en spot ou sur toute la face du capteur. Concernant la mise au point, vous pouvez être en mise au point, ce qu'on appelle AFS, qui est une mise au point unique. En AFC, c'est une mise au point qui est constante, c'est-à-dire que la caméra est constamment en train de faire le point. C'est généralement utile si vous prenez un sujet par exemple qui se rapproche de vous. Ça peut toujours être sympa. Et ensuite, vous avez le choix de la balance des blancs. Donc on a vraiment un petit échantillon de ce que... Enfin, on a tous les réglages qu'on retrouve sur un boîtier réflexe au final, hein. Il n'y a pas plus de magie ici que sur un réflexe ou inversement. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite dans le menu, vous avez le choix en vue par vue, en retardateur, vous avez le choix du flash. Vous avez cet effet Lightning. Donc Lightning c'est assez connu pour les utilisateurs de Nikon. En fait c'est une amélioration électronique et purement, comment je pourrais dire, purement virtuelle en fait, hein, de la luminosité de la photo. Ça va vraiment déboucher les zones sombres. Donc ça peut être sympa. Vous avez le choix en JPEG, en RAW ou en Super RAW. Donc RAW, c'est des fichiers qui sont beaucoup plus, comme leur nom l'indique, bruts. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de détails du capteur, il y a beaucoup moins de traitements logiciels qui sont faits par la caméra, mais ce sera plutôt à vous de traiter ça sur Lightroom ou autre logiciel. Contrôle à distance, ça je ne m'y suis pas trop intéressé, mais apparemment vous pouvez gérer ça sur un réseau Wi-Fi. Vous voyez pas trop d'intérêt, sachant que vous avez un déclencheur ici ou sur l'écran. Alors, vous pouvez régler la qualité de l'image, vous avez quelques modes, donc vous avez haute, normale et basique. La valeur des ISO maximum que vous autorisez en mode automatique. Le temps d'exposition max, vous pouvez mettre un copyright donc avec votre nom, etc. Et ensuite la qualité vidéo qui est du 1080p. Et vous pouvez tomber à 720p à 60 images secondes. Donc on est de loin pas dans ce que peut faire GoPro en 4K ou ce genre de caméra. Ensuite, vous avez le choix pour afficher une grille de composition, si vous voulez bien aligner en fait, vos rectilignes sur vos photos. Et puis 2-3 réglages, savoir si vous voulez enregistrer les photos que sur la carte SD ou sur l'iPhone ou sur les deux, vous avez le choix. Et délai de mise en veille, etc. Des réglages un peu basiques. Donc moi, pour être franc, après l'avoir utilisé une semaine, j'avais vraiment énormément d'attentes sur ce produit, parce que je me suis dit...
pour avoir eu déjà un Lumix, un téléphone Lumix DMC CM1, qui est un téléphone vraiment téléphone appareil photo, hein, avec un objectif à l'arrière. Je me suis dit, enfin maintenant, on arrive à miniaturiser ça et à le simplifier, à le rendre vraiment proche de l'utilisateur en déplacement. Et je trouve ça vraiment cool. L'objet est vraiment cool, honnêtement. Il a vraiment beaucoup de charme. Il est bien fini, il est léger, les plastiques utilisés sont de bonne facture. Mais niveau qualité photo, par contre, je suis vraiment perplexe. Pour moi, le challenge n'est vraiment pas relevé. Les photos ne sont pas mauvaises, hein, dans certaines conditions. En mode auto, par contre, moi je le trouve presque catastrophique si vous le laissez en mode automatique. Il a tendance toujours à surexposer, on ne sait pas pourquoi. Il monte dans des valeurs en ISO alors que la scène est en plein jour. Ça dégrade énormément. Il a du mal à faire le point. Je trouve vraiment qu'en mode auto, il vaut pas le coup. Si vous avez un iPhone 6, ça se discute. Si vous avez un iPhone 6S ou 7, sachant que l'iPhone 7 aujourd'hui a un capteur stabilisé 12 mégapixels qui ouvre à f1.8, avec un traitement logiciel qui est amélioré par rapport au 6, pour moi ça vaut vraiment pas le coup. Sauf si vous êtes un professionnel ou alors vous avez vraiment des notions avancées de photographie qui vous permettent de vraiment tirer parti du mode manuel. Et là, vous pourrez tirer quelques clichés vraiment de qualité. Mais ce ne sera pas extraordinaire. Honnêtement, j'ai pas été bluffé par la qualité, j'ai pas été bluffé par la prise en main. Parce que finalement, on est toujours un peu. On ne sait pas trop comment faire la photo parce que nous, on a notre réflexe de phonographe, on va dire, de prendre une photo comme ça. Et en fait, vous avez toujours ce décalage de 30 degrés par rapport à votre photo. C'est un peu. Ou alors vous êtes comme ça, mais il y a quelque chose qui se passe pas. Il y a quelque chose qui se passe pas très bien entre l'utilisateur et la machine. Et moi, j'ai vraiment ressenti ce gêne quand je faisais des photos où on est constamment en train de faire ça. En fait, on cherche un peu le point. Est-ce que je tourne l'écran? Est-ce que je tourne la caméra? Est-ce que je tourne mon ensemble? Et c'est un petit peu gênant. Le point qui est plutôt sympa, c'est le fait de pouvoir faire des photos sans être relié à un iPhone. Donc là, vous avez un peu le mode surprise, c'est-à-dire que quand vous rentrerez chez vous, vous brancherez, les photos sont stockées sur la carte SD, quand vous le brancherez sur votre téléphone ou sur votre iPhone, enfin sur votre ordinateur ou sur votre iPhone plutôt, vous aurez un panel de photos que vous n'avez pas vraiment visualisé, mis à part à travers les petits points du écran LCD. Et du coup, parfois, il y a des bonnes surprises, il y a des photos qui sortent plutôt pas mal. Mais moi, je trouve que pour les 500 euros auxquels c'est vendu, je trouve que le coche est raté. Il est clairement raté, surtout quand c'est uniquement adapté à l'iPhone, enfin à l'appareil iOS. Et vu l'amélioration qu'il y a eu ces dernières années sur la photographie mobile, je pense que ça manque clairement de maturité, de précision. La mise au point n'est pas forcément toujours très nette. Il y a une tendance à perdre le point, c'est-à-dire que vous faites votre mise au point et puis la prise en main fait qu'on se décale toujours un petit peu en fait. On est toujours un petit peu branlant, quoi, si vous voulez, beaucoup plus qu'avec juste le smartphone. Et du coup, on a souvent des clichés ratés où le point est mal fait. Après, il y a des fois où j'ai été surpris, donc ça c'est une scène toute classique, hein, il n'y a pas de recherche artistique là-dedans. C'est une photo où il y avait enfin c'est la nuit juste avec les lumières du plafond allumées, à 1600 ISO. Et du coup, je trouve que la qualité est vraiment là, pour le coup, bien meilleure que sur un iPhone. Largement, le point est bon, le piqué est relativement intéressant pour cette valeur d'ISO. Et du coup, il y a des fois où, donc là, c'est qu'en manuel, hein. Moi, je travaille uniquement en manuel quand je fais de la photographie. Du coup, moi, je gère ma balance des blancs, les ISO, je gère la enfin, le temps d'ouverture, temps de fermeture, etc. Et du coup, on peut avoir parfois de bons résultats. Voilà. Mais si vous pensez aller acheter cet instrument dans le commerce en pensant vraiment révolutionner votre photographie, je pense que vous serez un peu déçu. Vous serez clairement déçu. Donc, si vous n'êtes pas un assidu de la photo, je vous conseille pas. Je vous conseille pas d'investir tellement dans cette caméra pour l'instant. Peut-être qu'une mise à jour logicielle fera en sorte qu'elle fonctionne un peu de manière plus aboutie. Mais pour l'instant, sachant que c'est quand même un laboratoire qui teste des milliers et des milliers d'optiques et de réflexes, on est vraiment sur un produit qui, à mon sens, n'est pas mature et n'a pas sa place pour suppléer, enfin pour remplacer un appareil photo
qui est déjà plus ou moins performant sur un téléphone comme un iPhone 6 ou 7. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est comme je l'ai rappelé, c'est ce petit mode fonctionnement sans iPhone. En fait, c'est là que je la trouve la plus cool. Avec cette petite vision en point, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais là on arrive quand même à discerner qu'il y a l'iPhone sur la table, on arrive à voir on arrive à reconnaître en fait ce qu'on prend en photo, notamment si c'est un visage. Et ce petit écran est tactile en fait. Donc là je suis en mode manuel, mode vidéo. Et quand vous ferez des photos sans iPhone, vous serez toujours en mode auto. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte des limites du produit, dans le sens où en mode auto, en visant un peu à l'aveuglette, vous avez quand même le petit carré de mise au point qui s'affiche, mais vous ne pouvez pas le sélectionner, c'est-à-dire que c'est la caméra qui choisit ce que vous faites comme point. Il n'y a pas de point sensitif. Du coup, là, on se rend compte qu'à l'aveugle, comme ça, la caméra fait souvent beaucoup d'erreurs d'exposition. Et je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, c'est un peu mon petit compte-rendu pour l'appareil. Donc moi, je lui mettrais des bons points dans le sens où c'est un produit qui est novateur. Je pense qu'on est dans la bonne voie pour un jour avoir vraiment un bon produit pour remplacer ou assister nos smartphones. Il y a une petite. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment autour des accessoires, vous avez cette petite case de protection qui est vraiment sympa hein, parce que je veux dire, le machin, vous pouvez le mettre dans la poche et vous trimballer tranquillement avec ça. C'est léger, c'est compact, c'est sympa. Vous avez aussi des petits trépieds à vendre. Vous avez plutôt plusieurs accessoires fabriqués par DxO qui sont commercialisés aujourd'hui. Et donc, l'idée est réfléchie, le produit a été lancé de manière réfléchie, mais l'aboutissement technique n'est pas au rendez-vous. Donc voilà. C'était mon avis sur la DxO One. Donc à mon sens, c'est un bon produit. Mais je pense que la version 2, s'il y en a une, sera à mon avis c'est plutôt vers celle-ci qu'il faudra s'orienter plutôt que de se lancer sur ce produit qui à mon sens n'est pas mature aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires ou autres, il n'y a pas de problème. J'y répondrai. À bientôt, au revoir.